Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci d'être avec nous dans ce studio à quelques jours du premier tour de la primaire. Merci de m'avoir invité. Vous avez la pêche? Assez, oui. C'est tôt, puis je pars tout de suite à Nice, où on fait un grand meeting, puis il y a le débat, et puis il y aura Nîmes ensuite. Mais je crois que c'est un moment important de ces primaires. Les gens s'y intéressent, il y a beaucoup d'audience dans les radios, les télévisions, beaucoup de monde dans les meetings. Il y aura beaucoup d'électeurs? Écoutez, si je pouvais vous répondre à cette question, mais c'est vous les observateurs, c'est vous les spécialistes. Disons que j'espère qu'il y en aura des millions. Des millions, 2, 3 millions, 4 millions. On dit dans notre dernier sondage, Kantar, Sofres, OnePoint, le niveau moyen. Si on se fonde là-dessus, alors là, c'est vraiment si on se fonde là-dessus. Vous savez, avec ce qui s'est passé aux États-Unis et en Grande-Bretagne, je crois que le mieux pour nous, vous comme nous, c'est de n'en tenir aucun compte. Ce que j'espère, c'est qu'on fera au moins ce qui a été fait en 2012 pour la primaire de la gauche, c'est-à-dire 2,5 millions. Ça serait déjà un grand succès. Au premier tour. Je crois qu'au premier tour c'était 2,6 millions, au deuxième au 2,8 millions. Exactement. En tout cas, ce sont des indicateurs. En tout cas, c'est un vrai exercice démocratique et c'est important. Je disais, les sondages sont au moins un indicateur de dynamique. Vous pouvez admettre cela. Et je vous demandais si vous avez la pêche. Vous avez la pêche parce que c'est Alain Juppé qui l'a dit hier soir en meeting. Il a même dit qu'il avait la super pêche. Il est toujours devant vous. Et François Fillon revient en trombe, mais gagne 7 points selon ce sondage qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est encore un indicateur, un baromètre mensuel. Il peut vous rattraper en une semaine, Nicolas Sarkozy? François Fillon. Enfin, écoutez, pendant des mois, vous avez dit que c'était fait, que c'était Alain Juppé. Maintenant, on s'aperçoit qu'il baisse beaucoup. Dans le même sondage, à droite et au centre, je suis largement en tête. Je préfère que nous ne commentions pas les sondages. On aura la réponse dimanche pour le premier tour et dimanche en 8 pour le second. On verra à ce moment-là. C'est beaucoup plus important. Tout le reste, ce ne sont que des commentaires. Pour ce qui compte. Pour vous, ces sondages peuvent être faussés, finalement, par un vote caché. Franchement, tous les gens sont partis dormir le soir des élections américaines en pensant que c'est Hillary Clinton qui était élue. Puis finalement, c'était Trump. Tous les gens sont partis aller se coucher au moment du référendum britannique en pensant que le Brexit s'était refusé. Finalement, c'était accepté. Écoutez, le mieux, c'est de se concentrer sur les propositions des uns et des autres. Comment répond-on aux défis nouveaux? Et l'élection de M. Trump est un défi incontestable pour la France et pour l'Europe. On va en parler, mais vous dites que les sondages peuvent se tromper. Non, je ne dis pas du tout ça, je les commande pas. Y compris pour François Fillon, qui aujourd'hui rêve d'être au second tour qualifié. Mais c'est normal, mais il y a 7 candidats, on verra ce que font les uns et les autres, restons tranquilles. Vous dites qu'Alain Juppé, en tout cas, gouvernerait la France, je vous l'ai entendu, comme une vieille dame qu'on ne veut pas bouger. Comment caractérisez-vous le programme de François Fillon? Bon, nous avons, François Fillon et moi, une différence, qui est une différence importante, même si nous avons beaucoup de points de désaccord. Il propose une augmentation de 2 points de la TVA. Je m'oppose absolument à toute augmentation des impôts. Pourquoi ? Parce que M. Hollande a augmenté les impôts des Français de 50 milliards. Je ne crois pas qu'une cure d'austérité, qu'une purge, qu'une nouvelle augmentation des impôts améliorera en quoi que ce soit la situation française. Nous avons les impôts les plus élevés d'Europe, proposés comme le fait François Fillon, et d'ailleurs Alain Juppé. Alain Juppé propose 1 point d'augmentation de TVA. François Fillon, 2 points d'augmentation de TVA. Je pense que c'est une erreur économique. Je propose, pour ma part, la baisse des charges, la baisse de l'impôt sur le revenu, la suppression de toute cotisation sociale sur les emplois familiaux. Je pense que la France croule sur les impôts qui désespèrent les classes moyennes. Supprimer 600 000 emplois de fonctionnaires, comme le propose aussi François Fillon. Alain Juppé estime que c'est irréaliste. Et vous? Moi, j'ai proposé 300 000 suppressions de postes de fonctionnaires, 150 000 dans la fonction publique d'État, 150 000 dans la fonction territoriale. Écoutez, 5 années de présidence avec mon Premier ministre François Fillon, on en a supprimé 150 000. Ouais. Si j'ai bien compris, il propose d'en supprimer 4 fois plus. J'émets des doutes sur la possibilité, mais c'est son droit de proposer ce qu'il propose. Donc finalement, dans le fond, vous avez la même appréciation de cette promesse de supprimer 600 000 fonctionnaires qu'Alain Juppé. Vous estimez que ça moi, je ne porte pas de jugement sur les autres. Je vous dis, voilà la différence que nous avons. C'est une différence assez forte, précise. C'est un débat qui n'est pas médiocre. Peut-on continuer à augmenter les impôts ou pas? Je pense que non. Je pense qu'il faut les baisser.
mais il a le droit de proposer l'augmentation de la TVA. Ce faisant, vous avez énoncé un certain nombre de réformes que vous proposez, effectivement, dans votre programme pour la primaire, mais il y a les sondages, il y a aussi l'image qui est importante. Et l'image de réformiste, c'est François Fillon qui la porte le mieux, dirais-je, du point de vue des Français. Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas du tout. C'est lui qui a l'image de réformiste. Je ne sais pas où vous trouvez ça. Vous savez, revenons aux institutions. Qui est-ce qui est élu, Elisabeth Martichoux? C'est le président de la République. Qui est-ce qui est nommé? C'est le Premier ministre. Le patron, c'est donc celui qui est élu, pas celui qui est nommé. Mais là, il est jugé sur son programme. Et donc, lorsque j'étais président de la République, je décidais d'un certain nombre de réformes que François Fillon mettait en œuvre loyalement. C'est ainsi. Pour le reste, nous avons chacun présenté des propositions. Moi, je suis venu pour expliquer les miennes, pas pour critiquer les autres. Parce que de toute manière, je vais vous dire une chose, dans 15 jours maximum, il va bien falloir qu'on se rassemble tous pour proposer aux Français l'alternance. Ouais. Alors il y en a un que vous avez beaucoup critiqué, c'est François Bayrou. Et au moment où votre offensive anti-Bayrou a peut-être porté ses fruits, mais enfin vous dites que les sondages n'engagent à rien, vous admettez qu'en cas de duel Bayrou-Marine Le Pen, vous voteriez François Bayrou. Alors on ne comprend plus, parce qu'il a été votre cible pendant des semaines. Pardon Madame Martichoux, d'abord la question, on n'est pas dans la cour de récréation, la question n'est pas d'avoir un problème personnel avec Monsieur Bayrou, tout ça n'a aucun sens. C'est un problème politique majeur. Je ne partage pas les options programmatiques de François Bayrou. Il propose de créer une tranche d'impôt sur le revenu à 50%. Il propose de régulariser tous les étrangers en situation irrégulière. Il a refusé de voter la réforme des retraites que j'ai proposée avec François Fillon, passant l'âge de la retraite de 60 à 62 ans. Comme dans le même temps, on doit continuer à augmenter l'âge de départ à la retraite, je ne vois pas ce qu'on ferait avec lui. J'ajoute que M. Hollande a été pendant 5 ans l'otage du front de gauche et des écologistes. Je ne veux pas demain être l'otage de M. Bayrou qui vote constamment pour la gauche, c'est tout. Je veux une alternance forte. Je veux une alternance. Mais si vous me permettez, Nicolas Sarkozy, la question n'est pas là. Ma question, vous avez dit. C'est pas les sondages qui déterminent, c'est les Français qui choisiront. Vous avez dit il y a une semaine à nos confrères du Parisien qui vous posaient cette question très clairement. Si François Bayrou devait, hypothèse, affronter Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Quel beau choix, quelle belle perspective. Mais vous avez dit François Bayrou. Ah, mais moi, vous savez, je suis très constant, madame. Madame Martichoux. Monsieur Bayrou a dit, entre Madame Le Pen et Monsieur Sarkozy, je ne choisis pas, ce qui met le niveau de ses convictions et son engagement moral là-dedans. J'ai répondu, moi, je ne veux pas que Marine Le Pen s'assiette dans le fauteuil du président de la République. Je ne le veux pas, je ne le souhaite pas, je ne le désire pas, j'en tire donc les conclusions. Ça a toujours été clair. Pour autant, comme j'imagine, je pense et j'analyse que les défis français sont considérables, qu'il faudra une majorité très forte et une alternance très forte, l'idée que l'alternance puisse être otage de M. Bayrou, c'est la démonstration par A plus B que ça sera une alternance molle. Nicolas Sarkozy, excusez-moi. Vous avez dit que la principale leçon de l'élection de Donald Trump, de Caroline Roux, voilà, un partout là-bas au centre. La principale leçon. Encore pour moi, c'est plus flatteur, pour vous. Pour moi, c'est plus flatteur, c'est ça. Bon, on fera les comptes après. La principale leçon, une des leçons de l'élection de Donald Trump, c'est qu'il faut écouter le peuple. Personne ne dira le contraire. Jusqu'où la grandeur de la politique, est-ce que c'est pas prendre ses responsabilités? Comment jusqu'où? Il y a 59 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump. On ne va pas considérer que c'est 59 millions, comme disent les élites de populistes qui n'y comprennent rien. Il y a 17 millions d'Anglais qui ont voté pour le Brexit. Il est peut-être temps qu'on les entende. Et ce qui compte, me semble-t-il, c'est pas de faire un commentaire sur une élection maintenant passée. Monsieur Trump est le président des États-Unis d'Amérique. C'est qu'est-ce qu'on fait avec cette élection et quelles conséquences tirons-nous pour ça? Moi, je pense que ça ouvre une opportunité formidable pour que la France retrouve son leadership, que l'Europe porte des valeurs fortes et que nous acceptions cette idée très simple. Il n'y a pas de raison que l'Europe ne se protège pas et ne se défende pas. Je suis comme contre le protectionnisme, mais quand je vois que les Américains exigent que la totalité des appels d'offres pour les marchés publics soient fabriqués aux États-Unis, je me demande pourquoi immédiatement l'Europe ne se dote pas de la même loi. Ça, c'est l'Europe qui peut le faire, pas la France toute seule. La France est leader en Europe, la France a une responsabilité particulière. J'aurais été en situation d'être président de la République, je demanderais immédiatement une réunion du Conseil européen pour que nous décidions deux choses. Une loi qui oblige pour tous les marchés publics, quelle que soit l'entreprise étrangère qui les obtient, à fabriquer en Europe. Je ne veux plus de la disparition de notre industrie européenne et française. Et deuxièmement, si M. Trump met en œuvre
son engagement de sortir de l'accord de Paris sur le climat. Oui. Je souhaite une taxe carbone aux frontières de l'Europe qui taxe de 1 à 3% tous les produits américains, parce qu'il n'y a aucune raison que nos chefs d'entreprise respectent la loi et que les entreprises américaines s'en exonèrent. On en a parlé d'ailleurs avec Alain Juppé de cette initiative que vous avez, un sujet qui me semble plus important qui pour lui que le est un commentaire grand sur les danger, sondages. Pour la paix du monde. Mais une question, la France pourra-t-elle avoir... C'est pas le protectionnisme le grand danger pour la paix du monde. Le grand danger pour la paix du monde, c'est que la Chine, le Brésil, la Russie, les États-Unis se protègent avec acharnement et que l'Europe ne défendent pas ses intérêts. Parlons-en. Est-ce que vous pouvez exercer un leadership sur l'Europe, comme vous le souhaitez, alors que quand vous arrivez au pouvoir, vous souhaitez baisser l'impôt sur le revenu pour tous. Il y a un risque de faire exploser momentanément, mais quand même, les dépenses publiques, et donc la règle des déficits. Est-ce que, de ce point de vue-là, est-ce que vous pouvez exercer un leadership quand vous direz à Bruxelles, écoutez, vos règles budgétaires, temporairement... Pardon, madame. J'ai dirigé l'Europe. Je connais le fonctionnement de l'Europe et j'ai participé à d'innombrables conseils européens. Vous parlez de la crise financière de 2008 ? Vous parlez je parle de la présidence de la France, de l'Europe en 2008. Il n'y a pas d'autre choix stratégique pour la France, économiquement parlant, que de diminuer nos dépenses, fortement nos dépenses publiques. J'enverrai donc, dès juillet 2017, un texte qui réduira les dépenses publiques sur 5 ans de 100 milliards et en même temps, simultanément, les monte un sens, un texte qui baissera immédiatement les impôts pour les entreprises, pour les classes moyennes et pour les familles. Et j'irai négocier avec nos partenaires, non pas en leur disant « voilà ce que je vous promets que nous allons faire », mais en leur disant « voilà ce que nous avons décidé ». Voilà ce qui est voté, voilà nos nouvelles politiques économiques de la France. On arrive à la fin de l'interview, j'ai 2 questions brèves si vous voulez bien. Vous en prenez à la pensée unique, hein, la pensée unique, celle j'imagine que portent vos adversaires. C'est contraire à la pensée unique de proposer une double ration de frites aux gamins de la cantine qui peuvent pas manger de jambon. Non, ce qui est de la pensée unique, c'est de caricaturer une idée qui est beaucoup plus forte. C'est ce que je viens de faire. Exactement, mais je vous le dis avec le sourire. Est-ce que vous répéteriez si vous me permettez de répondre à votre question avant de répondre la première à la seconde, nous avons un défi formidable qui est le défi d'un islam politique qui agit sous forme de provocation pour tester la résistance de la République. Dans la République, on n'a pas d'horaire différencié dans les piscines pour les hommes et pour les femmes. On n'oblige pas les femmes à porter un burkini sur les plages de France. Et dans les cantines scolaires, il y a le même menu parce que dans la République, il n'y a pas une table de petits musulmans, une table de petits juifs, une table de petits chrétiens. Alors il y a vous ne regrettez pas ce type de formule. Pardon, ce que je regrette, c'est qu'on traite avec tant de légèreté un problème extrêmement important. Est-ce qu'il y a une République? Est-ce qu'il y a une règle? Quand on est invité dans la République, quand on exerce des responsabilités, on ne fixe pas ses propres règles personnelles et religieuses à la République française. Dans la République française, il y a une règle et une seule, comme il y a une communauté et une seule, la communauté nationale. Alors à propos du respect des règles de la République, Notre-Dame-de-Landes, la justice a validé hier les travaux, l'autorisation de faire des travaux. Donc le gouvernement est face à la possibilité d'évacuer les zadistes. Il faut qu'il le fasse tout de suite. Si vous arrivez au pouvoir en mai 2017 et que ça n'est pas fait, vous estimerez que l'État a manqué à ses engagements? Je vous garantis que la question de l'autorité est une question centrale en France. Où va-t-on? On a commencé ce quinquennat agonisant par Madame Leonarda qui donnait des instructions au président de la République et on le finit avec Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce que c'est? Il y a eu 160 décisions de justice. Un ensemble de prétendus ONG. Il n'y a pas un risque considérable à faire cette évacuation? Il n'y a pas un risque de violence? Madame Martichoux, le spectre de Madame Martichoux, le risque considérable, c'est la pagaille. C'est le refus de l'autorité. C'est que chacun peut faire n'importe quoi. Des dizaines d'hectares en plein milieu de la République française sont occupés par des prétendus ONG d'extrême gauche vivant de subsides publics payés sur les cotisations des Français qui travaillent. Donc, il y a une décision de justice, elle est exécutée. Notre-Dame-des-Landes, le chantier doit commencer et ces gens doivent être évacués. Mais je pense la même chose pour ceux qui étaient debout la nuit et couchés le jour. Je pense la même chose pour les 3000 migrants en situation irrégulière sous le métro Stalingrad. Et je pense la même chose pour les gens du voyage qui occupent et qui coupent des autoroutes parce qu'ils ne sont pas contents. Dans un état de droit, il y a le droit, il y a la République, il y a la règle, et la règle, elle ne s'applique pas simplement aux citoyens honnêtes, elle s'applique aussi à tous ceux qui contestent la règle en permanence. Merci beaucoup Nicolas Sarkozy d'avoir été notre invité ce matin sur RTL. Merci à tous les deux.